Pour classifier les interactions entre eau et conflit, Franck Galland a développé 4 notions, notamment à l'échelle internationale, pour décrire les types de guerres qui existent. Il y a les guerres sans l'eau, les guerres avec l'eau d'une part, et ensuite les guerres contre l'eau et les guerres pour l'eau. Donc les guerres sans l'eau et les guerres avec l'eau, c'est une manière de décrire l'importance de la disponibilité et de la potabilité de l'eau dans les conflits. Il cite par exemple la Première Guerre mondiale et le développement d'un processus de javélisation par Philippe Bunau-Varilla, qui a permis de protéger les soldats français contre des épidémies mortelles liées aux contaminations de l'eau. A l'inverse, les enseignements de la Première Guerre mondiale ont permis à la Seconde Guerre mondiale d'être une guerre avec l'eau. Donc dans un second temps, on a les guerres pour l'eau et les guerres contre l'eau. Les guerres pour l'eau, c'est des guerres autour de la compétition de la ressource. Et les guerres contre l'eau, c'est des guerres qui vont instrumentaliser la ressource en eau et l'utiliser comme une manière de faire la guerre. Avec les changements climatiques, on parle surtout des 2 derniers concepts, des guerres contre l'eau et des guerres pour l'eau. Il y a beaucoup de discours autour de la guerre de l'eau et autour de la raréfaction comme facteur ou élément déclencheur des guerres. Mais aujourd'hui, il y a des chercheurs et des études, notamment Aaron Wolf dans les années 1990, qui ont prouvé qu'il n'y avait pas forcément de preuves empiriques de guerre pour l'eau. A l'inverse, Frédéric Lasserre a démontré que c'était peut-être plus la perception de l'eau et la capacité sociale d'adaptation qui étaient en fait des facteurs de conflit. En revanche, aujourd'hui, avec l'augmentation croissante de techniques non conventionnelles et le changement des modes opératoires lors de conflits, l'eau risque d'être beaucoup plus instrumentalisée au sein de conflits. Marion Larcher parle notamment de l'eau comme une cible ou comme une arme de guerre. Aujourd'hui, l'instrumentalisation militaire de l'eau cible notamment les infrastructures hydrauliques. On a notamment l'exemple du barrage de Kakhovka, dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, qui a causé le déplacement de 17 000 personnes de la région de Kherson. Les conséquences de la destruction de ce barrage ont été multiples, militaires, économiques également pour le coût des dégâts, environnemental. Certains ont notamment dénoncé la destruction de ce barrage comme un écocide, ou encore sanitaire avec les risques de contamination ou les risques des pénuries d'eau suite à la destruction du barrage. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs parlent de l'importance de changer de perspective sur les conflits hydriques. On évoque notamment l'importance de comprendre les dynamiques à l'échelle locale et non pas forcément interétatique. Dans ce cadre-là, le lac de Caussade et Sainte-Soline sont souvent cités pour illustrer les conflits d'usage. Et l'Observatoire Climat Défense, à travers sa collecte de données, a constaté une augmentation du nombre de conflits d'usage entre 2000 et 2024. Il y a également une augmentation du nombre, mais aussi de l'intensité, qui est constatée depuis 2001. Il y a plusieurs explications à cela. Julie Trottier parle notamment des univers socio-techniques. En effet, des univers socio-techniques d'acteurs différents peuvent rentrer en compétition et générer ces conflits d'usage. Les univers socio-techniques des militants ou des scientifiques, par exemple, perçoivent l'eau comme un flux dans son intégralité. À l'inverse, d'autres considèrent l'eau comme une ressource ou comme un bien économique. C'est donc une opposition entre une perspective court terme et plus long terme. Il faut donc développer des solutions et réfléchir à comment réconcilier ces différents univers socio-techniques. Il faut aussi réfléchir à améliorer les cadres de gouvernance autour de l'eau à l'échelle des pays.